Vieilles de plus de 40 longues années, les institutions de la République nécessitent des réformes profondes. Ceci dans le sillage du renforcement de ces piliers qui garantissent sa cohésion sociale. À la croisée des chemins, notre pays a choisi le sentier dans lequel il s'entend s'engager. La République du Sénégal qui souhaite prendre résolument son destin en main, volonté manifestée par ses leaders politiques, a comme vision manifeste de consolider ses institutions, fondement d'un état de droit et de démocratie avancée. Beaucoup de réformes ont été entreprises par le président Senghor, accompagné du président Mamadou Dia. Ensuite, c'est Senghor tout seul. Aujourd'hui, le Sénégal peut se targuer, se considérer à juste titre, en Afrique en tout cas, comme un pays à démocratie majeure, démocratie avancée. Mais il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a. Il faut toujours progresser, avancer dans le progrès. C'est pourquoi il faut réformer. Il faut continuer à réformer dans le bon sens et dans le progrès. Le Sénégal a besoin, pour renforcer sa démocratie, de faire des réformes importantes et les réformes de la CNRI nous semblent intéressantes et nous devons très rapidement les voir de plus près et de les appliquer le plus rapidement possible. Aujourd'hui, 50 ans après notre accession à la souveraineté internationale, réformer nos institutions demeure une nécessité et une revendication citoyenne. La bonne gestion des affaires publiques, rempart contre la corruption et la gabegie, doit motiver cette entreprise. Il faut revoir cette constitution. On est dans un système présidentiel, certes, on est dans un système présidentiel concentré qui fait que le chef de l'État a beaucoup de pouvoir entre ses mains. Il faut essayer de réguler. Il faut essayer de réguler pour que les trois pouvoirs que sont la justice, et on vient de le voir d'ailleurs avec ce qui s'est passé avec l'affaire de Kalima, pour que la justice, l'exécutif et le parlementaire, qu'il y ait vraiment des frontières réelles, des frontières visibles, des frontières qui peuvent à tout moment se constituer en garde-fou pour que notre démocratie, la santé de notre démocratie puisse toujours être préservée. Oui, la réforme des institutions est véritablement pratiquement une demande sociale. Vous savez tous, vu ce qui s'est passé avec les assises nationales, n'oublions pas que le président Macky Sall avait signé les assises nationales et avait tout simplement dit qu'il allait mettre en œuvre ces assises-là. Il faut dire que la réforme des institutions est une impérieuse nécessité. C'est une double commande. C'est une commande à la fois citoyenne et présidentielle à la fois. Parce que n'oubliez pas que le président Macky Sall, après avoir décrypté le message des Sénégalais sur tout ce qui s'est passé avant 2012, a décidé de mettre en place une commission nationale sur les réformes institutionnelles. Le fait même de décider de mettre en place cette commission traduit, n'est-ce pas, la nécessité de réformer nos institutions. Le chef de l'État Macky Sall, à l'aube de son magistère, fit de ses priorités cette nécessité de concrétiser l'aspiration des Sénégalais de se doter d'institutions fortes, garanties de l'équité entre les citoyens et du respect des droits de chacun. Si par sa volonté la Commission nationale de réforme des institutions est mise sur pied, il est urgent pour les acteurs de la société civile d'appliquer les recommandations qu'elle a proposées pour opérer les mutations afin de consolider nos institutions. Après son élection au pouvoir, il a mis en œuvre la Commission nationale de réforme des institutions. Je pense qu'il y a eu une démarche intéressante. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation où on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une mise en œuvre des propositions de la CNRI. Au-delà de la réduction du mandat présidentiel, la problématique de fond, c'est la nécessité de faire des propositions de réformes institutionnelles consolidantes, des réformes institutionnelles qui promeuvent et garantissent une séparation effective des pouvoirs, l'équilibre entre les pouvoirs, la consolidation de l'indépendance de la justice et la consolidation de notre démocratie. S'il y a une dynamique qui a été mise en place par les instances de gouvernance au Sénégal pour organiser des réformes, nous encourageons l'organisation d'espaces d'échange avec la société civile, avec les organisations pour
la manifestation et la participation de la citoyenneté. Nous qui étions là et qui avions mis en place une nouvelle constitution depuis 2002, nous avions pensé que de façon générale, les institutions fonctionnaient, même s'il faut en améliorer certaines, notamment faire de telle sorte qu'il y ait un meilleur équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, mais aussi faire de telle sorte que le pouvoir judiciaire puisse être beaucoup plus indépendant de l'exécutif qu'il l'a été jusqu'à présent. Peut-être essayer de voir aussi comment renforcer certains corps de contrôle, comme la Cour des comptes, ou bien comment approfondir le système électoral sénégalais par exemple, l'instauration d'un deuxième tour à l'occasion des élections législatives, et peut-être aussi qui peut aboutir aussi à un nouveau découpage administratif, à un nouveau découpage électoral de notre pays. Les réformes, il faut du temps pour en parler. Moi, notre parti a rencontré la Commission nationale de réforme des institutions avec Amadou Mahtar Mbow. Il y a énormément de choses là-dedans. Il y a des choses que nous partageons, d'autres que nous ne partageons pas. Mais ça fait 6 mois, le président Sall n'est pas intéressé par une réforme fondamentale des institutions. C'est sorti, c'est les propos qu'il tient sur cette question montrent clairement qu'il n'est pas partant pour une réforme fondamentale. La réforme sérieuse des institutions au Sénégal, ce sera peut-être avec le prochain président de la République, mais pas avec Macky Sall. Une démarche basée sur une méthode inclusive et participative qui, pour les acteurs de la société civile, permettra d'éliminer l'arbitraire, les privilèges spéciaux et les exemptions ponctuelles qui gangrènent nos institutions. Nous pensons, et ça c'est une hypothèse de travail, s'il y a inclusion, s'il y a coproduction de la norme de gouvernance qui va organiser le fonctionnement du pays, nous pensons qu'il y aura beaucoup plus de démocratie. Il y aura l'approfondissement de la démocratie et sa consolidation au Sénégal. Et c'est la première fois et c'est la seule constitution qui s'est faite de cette façon. D'habitude, on réunit de grands juristes, de grands grammairiens qui écrivent des choses compliquées et qui sont les seuls à les avoir compris quand ils ont fini et ils les déposent à qui de droit. La CNRI a organisé des forats dans tous les départements, chaque département, et dans 2 types de forats, un avec des gens qui savent de quoi on parle et qui se réunissent pour discuter de ce qui, dans la Constitution, mérite changement. Un autre, c'est un forum non trié. Tout le monde qui veut participer vient participer et répond aux mêmes questions. Ensuite, on a mis sur Internet des questions auxquelles tout le monde pouvait répondre. Ensuite, on a distribué des questionnaires main à des gens qui ont répondu et le tout a été analysé. Il y a eu plusieurs consensus, plusieurs niveaux de consensus dans le travail de la CNRI. Je pense que la CNRI a déjà sélectionné justement les questions sur lesquelles il y a eu consensus. Je pense que sur toutes les questions sur lesquelles il y a eu un consensus d'au moins 80%, eh bien, ces questions, ces réformes doivent être purement et simplement traduites en réforme constitutionnelle. De la limitation de la durée du mandat du président de la République à la séparation exemplaire des pouvoirs, en passant par l'indépendance de la justice, les recommandations de la CNRI qui émanent en définitive de la volonté des citoyens sénégalais doivent, selon les acteurs de la société civile, être prises en compte par le chef de l'État. À mon avis, il ne faudrait pas aller au référendum juste pour répondre à la question est-ce que le président Macky Sall doit faire 5 ans ou continuer les 7 ans. Ce serait un gâchis. Ce ne serait pas acceptable sur le plan éthique, sur le plan d'éthique pure. Il ne serait pas bon de faire
un référendum uniquement pour cela, étant entendu qu'on devra organiser un deuxième référendum pour traiter des autres réformes constitutionnelles. Il est préférable de mettre tout ensemble, mais de mettre ensemble suffisamment de réformes constitutionnelles. Il ne faut pas que cette réforme soit une réformette. Il va falloir vraiment que ce soit une réforme consistante, une réforme significative qui reflète, comme je le disais tantôt, qui reflète véritablement l'état de développement politique et les aspirations de la population sénégalaise. C'est l'ensemble des éléments de la Constitution qu'on doit mettre dans le référendum, y compris cette partie-là. En fait, dans cette Constitution que nous proposons, enfin que la Commission a proposé, il y a 2 ou 3 points qui sont difficiles à accepter pour les gens qui sont au pouvoir. Les gens qui sont de l'opposition ont même refusé de contribuer pour la plupart. Donc pour eux, c'est rejet, quoique de temps en temps, ils veulent quand même, ils reconnaissent qu'il y a des éléments dedans. Mais l'État a quelques points qui sont difficiles, on le comprend. Quand on dit au président, après ce mandat, vous n'avez pas le droit de diriger un parti, alors que son parti est neuf et jeune et blablabla, bon, il peut s'accrocher à vouloir garder son parti et le maîtriser, surtout si on sait la tradition ici avec le second qui vous court-circuite quand vous avez fini votre programme. Oui pour le tout, non pour le tout. Or, ces questions-là sont d'égale importance et méritent une attention particulière. On doit, sur chaque question, donner un point de vue. Donc, je pense que le fait de vouloir mettre ces aspects qui concernent la réforme des institutions avec le mandat, c'est un peu apporter une certaine confusion dans la tête de l'électeur. Maintenant, si ce choix-là qui a été retenu, parce qu'on ne sait pas encore ce qui a été retenu par le président de la République, mais si c'est ce qui a été retenu, il faut dès maintenant que l'on engage une discussion sur les aspects qu'il veut proposer au peuple. Que dès maintenant, que les partis politiques, les membres de la société civile, les acteurs, les différents acteurs, puissent se prononcer sur ces questions-là, qu'il y ait un débat national. Le président de la République est tout à fait ouvert et disposé à accueillir, dans le cadre de la nouvelle constitution, les recommandations qui lui paraissent pertinentes et qui lui paraissent approfondir la démocratie. Par exemple, si l'on prend toutes les recommandations qui concernent la gouvernance, par exemple la déclaration de patrimoine, par exemple les principes destinés à défendre les deniers publics, à renforcer la redevabilité dans notre pays. Toutes ces propositions, par exemple, vont être intégrées dans la Constitution. D'ailleurs, la déclaration de patrimoine, vous voyez qu'avant même qu'elle ne fasse l'objet de révision constitutionnelle, la déclaration de patrimoine a déjà fait l'objet d'une loi et d'un décret d'application. Actuellement, le ministre de la Justice contrôle le parquet et il donne des instructions. Dans la Constitution, on interdit. Le ministre de la Justice ne peut plus donner d'ordre au parquet. Et c'est la Cour constitutionnelle et les autres qui gèrent le parquet et les juges vont décider d'eux-mêmes sans tenir compte de l'avis du ministre ou du président de la République. Ça peut être presque ou senti comme une réduction des pouvoirs de l'État ou du gouvernement si le ministre de la Justice ne peut plus dire procureur attrapez-moi celui-là ou je ne sais pas quoi. Voilà, le procureur décidera lui-même s'il attrape ou n'attrape pas. Ce genre de choses, c'est dedans. Maintenant, comment on va le digérer, comment on va l'améliorer pour que ça passe comme avant-projet de constitution, ça, le gouvernement, le président devra prendre une décision. Mais pour tout le reste, on n'a pas entendu de critique. C'est dans cette foulée vers le référendum annoncé pour 2016, en vue de se prononcer sur la durée du mandat du président de la République, que les acteurs de la société civile et une grande majorité des partis politiques pensent que ce rendez-vous historique doit être par la même occasion
Une tribune pour proposer aux Sénégalais les projets de réforme qu'ils voudraient adopter dans la charte fondamentale. Au préalable, il s'agit de sensibiliser les citoyens à ce qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants de ce référendum, qu'elles ne pensent pas que c'est un référendum pour réduire le mandat du président. Et je pense qu'aujourd'hui même, on peut envisager la possibilité d'avoir 2 bulletins pour le référendum. Un bulletin sur la réduction du mandat et un bulletin sur les réformes institutionnelles. Je pense que ça allait être beaucoup plus cohérent, que les Sénégalais sachent que le bulletin X c'est pour la réduction du mandat et l'autre bulletin sur les réformes institutionnelles. Il faudra que l'on réfléchisse un peu. S'il y a des aspects qu'il doit inclure, des aspects qui découlent des travaux de la CNRI, notamment les réformes qu'il doit inclure dans ce référendum-là, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'on ne peut pas, sur des questions d'égale importance, n'avoir comme seule réponse dans ce package-là, oui ou non. Nous travaillons beaucoup, nous, à ce que le référendum soit une affaire nationale, qu'il ne soit pas seulement une affaire d'élite. Par une telle entreprise, le chef de l'État aura trouvé le moyen de donner aux citoyens la plénitude de leurs droits et relever les défis nouveaux pour les prochaines années. Un dessein qu'il a réaffirmé devant la presse nationale et internationale. Je soumettrai un référendum qui va procéder à une révision de la Constitution, d'abord sur le mandat et puis sur quelques autres aspects pour consolider notre démocratie. J'avais estimé que cela devrait pouvoir être fait en 2016, probablement au mois de mai 2016. Nous pourrons nous prononcer sur cette réduction du mandat et en ce moment, si c'est validé, c'est en février 2017 que se fera l'élection présidentielle au lieu de 2019. C'est dans ce même esprit de ragaillardir nos institutions qu'il est impératif de rationaliser l'espace politique sénégalais. La facilité avec laquelle les partis politiques sont créés fait désordre. Il faut dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont unanimes à dire qu'il faut rationaliser l'espace politique. Je pense que ce soit la classe politique, la société civile, les citoyens de façon générale, ils sont unanimes à dire qu'il faut rationaliser l'espace politique. La rationalisation des partis politiques, c'est une très bonne chose, parce que nous ne pouvons pas, dans notre pays, être dans une logique qui fait qu'on observe tous les jours des partis se constituer et à la limite, on peut aller à un nombre extrêmement important et ça va être difficile à gérer. Là aussi, c'est quelque chose d'indispensable. Nous avons un peu plus de 250 partis politiques pour 14 millions d'habitants. C'est beaucoup trop. Il n'y a pas 250 idéologies au Sénégal. Je suis d'accord que 350 partis politiques dans notre pays, c'est un peu exagéré. Mais on ne doit pas caporaliser les partis politiques. Le nombre de partis politiques démesurément élevé pousse les acteurs politiques, étatiques et de la société civile à se mobiliser pour leur rationalisation. Une optimisation nécessaire, mais qui doit s'opérer sans porter atteinte à la liberté et aux droits de tout un chacun. Mais la rationalisation des partis politiques ne doit pas aliéner le droit à mettre en place une association. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut en même temps qu'on ait cette obligation d'aller vers la rationalisation des partis politiques. De la même manière également, nous devons veiller à ce que les libertés de choisir, de mettre en place une association ou un parti politique soient sauvegardées. Les acteurs politiques que nous sommes devons accepter de discuter, devons accepter d'échanger pour trouver une formule consensuelle, acceptée par les acteurs politiques devant aboutir à l'assainissement de l'espace politique. L'équation est de savoir comment rationaliser sans enfreindre une disposition constitutionnelle qui est la liberté d'association. On a pensé qu'avec la concertation, on parviendra à régler ce problème. Avec la concertation, on va aller vers des propositions consensuelles. Parce que c'est avec le consensus qu'on parvient à bâtir
eh bien, des nations, c'est avec le consensus qu'on parvient à consolider notre démocratie. Il ne faudrait pas que ce soit fait de façon arbitraire ni autoritaire. Datant de 1989, la loi régissant les formations politiques est devenue obsolète. Beaucoup d'aspects de la création et de l'évolution des partis politiques ne sont pas pris en compte par cette loi vieille de 26 ans. Aujourd'hui, la loi qui régit les partis politiques date de 30 ans. C'est une loi qui est à la fois laconique et squelettique. Une loi composée que de 6 articles. Une loi en déphasage avec les pratiques du moment parce que c'est une loi qui ne prend pas en compte la question des coalitions, par exemple. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas un parti qui peut faire gagner les élections, mais une coalition ou des coalitions de coalitions. Mais la loi est muette sur la question des coalitions. Il y a la question des fusions, il y a la question du statut de l'opposition, la question du financement des partis politiques, autant de questions laissées en rade par la loi sur les partis politiques actuels. Ce multipartisme anarchique incite l'État du Sénégal, à travers son ministre de l'Intérieur, à pousser la réflexion en vue de rétablir l'ordre dans l'espace politique par une limitation drastique du nombre de partis politiques. Faisant le bilan des élections locales, il a paru nécessaire de poser un débat public national sur la lancinante problématique de la rationalisation des partis politiques qui, selon Max Weber, sont les enfants du suffrage universel et de la démocratie. À l'épreuve d'une pratique de 34 ans, la loi sénégalaise a montré ses limites. En effet, elle ne traite même pas des coalitions de partis, alors que ces dernières sont constitutionnellement consacrées. Mieux, l'observation des rapports de force sur l'échiquier politique national démontre à suffisance que la réalité politique se joue de moins en moins au niveau des partis politiques pris isolément, mais plutôt au sein des regroupements de partis. Avec le ministère de l'Intérieur, nous avons pu mobiliser l'essentiel des juristes de compte de ce pays-là pour avoir un projet de code de 26 articles à la place de l'actuelle loi qui est, comme je l'ai dit, laconique et qui ne prend pas en charge les réalités de notre moment. La rationalisation ne doit pas déboucher sur une réforme superficielle ou artificielle. L'objectif est de procéder à une véritable refondation du régime normatif des partis politiques. Une telle réforme apportera sûrement des solutions à l'épineuse question de la prolifération des partis politiques qui sont actuellement, professeur Babacar Gueye, à ce jour au nombre de 236, compte non tenu de la vingtaine de dossiers en souffrance et en instruction au niveau de nos services. Alors que, à la veille de la première alternance politique survenue en 2000, il n'y avait, figurez-vous bien, mesdames, messieurs, que 42 partis politiques au Sénégal. Donc de 42 en 2000, on est parti à 236 aujourd'hui le 22 au 23 janvier 2015. Ça veut dire donc le bond qui a été enregistré. Il est en effet évident que ces formations politiques ne sauraient présenter aux citoyens sénégalais autant de projets de société cohérents et distincts. Les responsables des partis politiques, les autorités étatiques et les membres de la société civile sont raccords dans cette entreprise non moins complexe de sonner le glas de la prolifération anarchique des formations politiques. Un nouveau code beaucoup plus approprié est fondamental pour bouleverser l'existence des partis politiques. Un cadre juridique en adéquation avec l'évolution politique de notre pays pour recadrer la création de partis politiques qui souvent se limitent à la seule personne de leur leader est nécessaire. Qu'un parti politique qui n'a pas d'adresse, qui ne tient pas de réunion d'instance, ni de bureau politique, ni de comité directeur, qui ne publie même pas de communiqué ou de résolution pour dénoncer la vie chère, pour soutenir la grève des syndicats d'enseignants, pour participer à la vie politique, mais ces partis-là aussi ne méritent pas de continuer à exister. Si aujourd'hui on décidait
d'appliquer les règles qui sont imposées pour qu'un parti politique ait le droit d'exister, il n'y aurait pas beaucoup de partis. Beaucoup vont fermer. Voilà. Et parce que leur comptabilité n'existe pas. C'est généralement le chef de parti qui a vendu sa maison, dépensé tout son argent pour que le parti existe. Et si un jour on lui dit maintenant tu dois quitter alors qu'il a tout perdu dans ce parti, qu'il l'utilise comme un investissement, il ne va pas accepter, il va se battre pour rester là. Et de là naîtront toutes sortes de manœuvres politiciennes qui vont amener les uns dans un camp et les autres dans l'autre camp, etc. etc. Ça ne peut pas continuer. Les partis politiques ont poussé comme des champignons, sans doute en raison de la facilité avec laquelle les partis politiques sont créés. Je ne dis pas qu'il faille revenir sur le régime de la déclaration, mais rationaliser, trouver le moyen de faire en sorte que les partis les plus significatifs restent dans l'arène politique, mais sans y aller par des contraintes. Il ne s'agit pas de contraindre, de diminuer le nombre de partis de manière autoritaire, mais il s'agira simplement par un système de primes, comme si on accordait une prime, on accordait une prime aux partis les plus significatifs. Oui. Donc, la rationalisation ne se limite pas seulement à la diminution des partis politiques, elle va au-delà. Il faut également arriver à faire en sorte que le chef de l'opposition, que l'opposition ait à sa tête un chef. On a prévu pour bientôt d'inviter, avec le ministère de l'Intérieur encore une fois, toutes les familles d'acteurs. L'opposition comme le parti au pouvoir et même les petits partis entre guillemets pour discuter de ce projet de code, de sorte que chacun se sente impliqué, de sorte que chacun puisse donner son feedback. Et à travers les larges consensus que nous aurons peut-être, le dernier mot reviendra maintenant au ministère de l'Intérieur qui a la prérogative de proposer cette loi à l'Assemblée nationale pour son approbation. Instauré par Léopold Sédar Senghor, alors premier président de la République du Sénégal indépendant, le multipartisme deviendra intégral sous Abdou Diouf et avait un caractère révolutionnaire au regard d'un pays aspirant de plus en plus à la démocratie. Il est certes un acquis démocratique, mais cette croissance exponentielle a fini d'établir l'anarchie dans l'arène politique. Le combat aujourd'hui de la société civile pour l'application des recommandations de la CNRI est indubitablement l'aspiration des citoyens sénégalais dans leur majorité. L'idée de participation des citoyens à la prise de décision politique qui trouve son fondement dans une justice sociale proposée par la CNRI à travers son rapport final doit être l'idéal vers lequel tend la République du Sénégal.